donc sans plus tarder, je suis très content d'être avec Alain aujourd'hui, qui vient nous parler sur ce sujet. Vous connaissez peut-être Alain en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur et CEO de JamesPot, et peut-être que tu pourras nous en parler en deux mots, ce que vous faites. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que Alain est engagé sur ce sujet de la souveraineté numérique depuis maintenant bien longtemps. Et en fait, bien plus longtemps que l'actualité du jour, parce que c'est vrai que ça devient un peu le sujet d'actualité, mais Alain se bat sur ce sujet depuis longtemps. Et donc du coup, un peu comme intro, Alain, je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es tombé dans ce combat, on peut le dire. Qu'est-ce qui t'a encouragé à prendre un peu la parole? Et puis peut-être qu'on peut après, tu peux peut-être nous guider un peu sur ce que c'est la souveraineté, enfin quels sont les éléments clés. Ça. Merci Pierre. Écoute, c'était une introduction. Effectivement, on a le plaisir d'être au bord de cette péniche. Merci pour l'accueil, parce qu'effectivement, et merci d'être venu justement sur cette masterclass autour de la souveraineté numérique. Je pense que c'est un sujet effectivement essentiel, presque civilisationnel, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous pour rentrer de manière très concrète sur comment est-ce qu'on peut progresser sur ces questions-là. Alors tu me poses la question comment je suis tombé dedans. Alors déjà, je suis tombé dans quelque chose d'avant. C'est que moi, je suis un enfant du numérique, vu que j'ai fait toute ma vie dans le numérique. À 14 ans, comme je dis souvent, j'étais à la campagne et j'ai préféré avoir un ordinateur qu'une mobilette. Donc ça donne un peu l'histoire de ma trajectoire. Je suis tombé dans le numérique, quelque chose de fascinant et qui allait construire le monde. À l'époque, il ne faut pas oublier que dans les années 80-90, le numérique n'avait pas la place qu'il avait aujourd'hui. C'était plutôt naissant. C'était niche. Et aujourd'hui, par contre, c'est essentiel à nos vies. On se demande même d'ailleurs si nos vies ne sont pas numériques. Et au fur et à mesure de ma carrière, en fait, moi, j'ai monté des boîtes de logiciels. Voilà, moi, ça, c'est ma centralité, boîte de soft. C'est ma 3e boîte de soft. On parlait de JamesPot. Donc, j'ai vu aussi l'évolution du rapport, finalement, de l'Europe, mais aussi de la France, dans ce rapport à justement ce qu'on appelait l'informatique qui est devenu le numérique et qui a un peu basculé. Et à partir de 2010, moi, je crois que mes premières prises de position publiques dans des blogs à l'époque, parce qu'il y avait des blogs, on écrivait des blogs. Il n'y a pas de réseaux sociaux vraiment encore installés, faut avoir ça en tête. C'est que je voyais de plus en plus ces géants américains prendre la place qui au départ était très sympathique parce qu'ils nous apportaient plein de services. Mais en même temps, ils commençaient à se comporter de manière un petit peu comme des voyous sur certaines choses, vis-à-vis d'entreprises, vis-à-vis de personnes. Et tout d'un coup, on avait perdu un peu la jeunesse un peu de ces GAFAM qu'on trouvait tous sympathiques, et d'ailleurs qu'on trouve encore des fois sympathiques, mais de moins en moins en fait, parce qu'effectivement, ils commençaient à se comporter de manière violente dans le monde réel, c'est-à-dire ils blacklistaient les sites, ils commençaient à avoir des comportements de prédateurs sur d'autres, la chaîne de valeur du numérique. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à simplement dire « Ah, à mon avis, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être arrêter. » Sauf que le train, il était mais à une vitesse que même moi, à l'époque, je pense que je n'imaginais pas. Pour se réveiller, si on accélère, moi, une première prise de position, c'est 2010 à peu près, 2005-2010, ouais. Là, en 2025, dans lequel on a une domination de notre espace européen, si on prend que nous, mais c'est vrai aussi dans le reste du monde, par la sphère en particulier américaine, si on enlève la partie chinoise, et que tout d'un coup, cette dépendance, en fait, elle nous pose énormément de problèmes, elle nous pose énormément de questions, que ce soit à titre personnel, philosophique, démocratique, mais aussi d'un point de vue business, d'un point de vue dépendance. Et là, ça touche un peu tous les bords. Et comme souvent dans ces cas-là, on se retrouve dans une situation où c'est difficile de s'en sortir. Voilà. Et moi, petit à petit, c'est vrai que c'est devenu une mission de plus en plus forte. Je fais un live tous les vendredis, par exemple, où je parle de ça. Parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'inverser ça si on veut changer, j'ai envie de dire, vraiment le monde dans lequel on vit. Enfin, pour moi, c'est vraiment, quand je vous l'ai dit, civilisationnel. Ce n'est pas une question de tech, c'est une question vraiment de civilisation. Et il faut qu'on s'inscrive là-dedans, et c'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Et donc, du coup, ce matin, enfin, dans les conférences, c'est marrant parce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois en fait ce sujet de la souveraineté au fil des interventions. Mais enfin, les sujets qui ont été remontés, c'était des sujets souvent de data, de résidence de data, d'où étaient stockés les data. La souveraineté, c'est ça ou il y a plus à ça?
Alors, déjà, le terme souveraineté, il a mis beaucoup de temps pour être accepté parce que c'est un terme qui est un peu frelaté, il faut quand même le dire. Moi, j'étais pas forcément content qu'on emploie ce terme-là. D'ailleurs, au départ, je me suis battu pour un autre. Moi, j'étais plutôt sur ce que j'appelais l'autonomie, la liberté. Mais il se trouve que, vous savez, les médias, la pensée courante fait que les termes, des fois un petit peu plus, voilà, ils sont plutôt choisis. Donc, c'est le terme souveraineté qui était rattaché, et c'est encore un grand hiatus aujourd'hui, à la question de la souveraineté des États. L'idée qu'on a un État qui peut être souverain. Donc on dit, mais une entreprise, elle n'a pas besoin d'être souveraine, parce que ce n'est pas un État. Une personne n'a pas besoin d'être souveraine, parce que ce n'est pas un État. Sauf que c'est le terme qui a été pris, et même la traduction sovereignty en anglais, qui veut bien dire souveraineté, on voit en fait une question de dépendance. La question de souveraineté, en fait, c'est quand on n'a pas le choix, et qu'on subit ses choix, à ses dépens. En fait, c'est ça la question de la souveraineté. Et ensuite, on a l'idée que ses propres choix sont meilleurs que ceux des autres, en tout cas pour soi, et c'est pour ça que c'est positif. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs tout à fait dans la pensée occidentale. Ça date du temps des Lumières, de notre libération. Et donc là, de quoi parle-t-on? On parle du fait qu'aujourd'hui, si vous regardez, on va prendre des chiffres, aujourd'hui, on considère que selon les marchés, on a des dépendances démentes. On a des dépendances, 80% par exemple des logiciels aujourd'hui achetés en France sont américains. Voilà, donc ça donne un peu la logique de dépendance. Alors on reviendra après sur le timing, mais du coup, le problème d'autonomie, ça veut dire que si c'est quelqu'un d'autre qui le produit, je ne suis pas autonome. C'est comme notre rapport au pétrole, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait pour le pétrole? On a, par exemple, poussé la filière nucléaire et on a électrifié la France, on va dire pour faire simple. Et on a réduit notre dépendance, ce qui fait qu'on a encore une dépendance, mais qui n'est plus délétère. Si vous reprenez l'histoire de la France et de l'Europe au début des années 70, on était prisonnier, par exemple, de ce problème-là. Et on a eu un acte politique, industriel et donc important pour sortir de ça. Sur le numérique, on a la même problématique en fait, qui se pose. Parce que du coup, sinon, et en plus, c'est venu se rajouter un truc merveilleux. Moi, j'en suis un prosélyte parce que James Spot, là, je n'ai même pas parlé de ma solution, nous, on fait des outils SaaS de collaboration. Et des outils SaaS dans le cloud. Et donc est venu le cloud, le fameux cloud magnifique, là encore une fois un terme très joli, mais qui veut dire juste ça tourne sur les ordinateurs des autres. Voilà. Et ces ordinateurs des autres, ils sont où? Et là, à nouveau, vous avez une domination des hyperscalers qui ont capté ce marché du cloud, ce qui fait qu'en même temps qu'on dit, bah oui, la modernitude, c'est le cloud, je fais exprès, du coup, on devient de plus en plus dépendant. Donc il y a un étau qui se met en place, et après, on n'a plus le choix. Et après, à un moment donné, on a des effets, par exemple, où on a de la pression qui vient des amis américains, que ce soit sur l'aspect géopolitique des États, mais aussi des entreprises. Il y a des entreprises qui sont dans la salle, qui ont eu des milliards de procès, voilà, d'amendes, parce qu'ils avaient enfreint des lois américaines dans une logique d'extraterritorialité, et ils ont été obligés de passer à la caisse. Voilà. Donc, on a perdu des milliards sur des groupes français très importants parce qu'en fait, ils étaient sous mandat américain alors qu'ils ne le sont pas. Et on voit bien ce que c'est que ce problème de domination. Voilà, c'est des exemples typiques. Et là, les DSI qui sont dans la salle savent très bien qu'il y a eu des augmentations de prix. Les problèmes sont multiples et je pourrais passer l'après-midi à vous dire les problèmes qui sont arrivés et les problèmes qui sont devant nous. Donc c'est pour ça que la souveraineté numérique, c'est sortir d'une dépendance qui est tout simplement délétère. Ouais. Tu as déjà mentionné du coup là, les 80% des achats de software qui étaient américains. Est-ce que tu peux illustrer un peu plus l'état de la dépendance d'aujourd'hui? Tu mentionnais le rapport Draghi quand on a échangé avant. Alors, le rapport Draghi montre ce chiffre-là, il l'affine. Et plus récemment, il y a un rapport du CIGREF d'Asterès, je vous invite à le regarder, qui estime qu'aujourd'hui, il y a 264 milliards d'euros par an qui sont transférés sur le numérique, Europe, États-Unis. Vous voyez un peu la monstruosité. Et quand vous prenez ce chiffre, vous le mettez en face de tous nos enjeux. Ce matin, ah là là, est-ce qu'on peut trouver 500 millions pour je ne sais pas quoi? 500 millions, 264 milliards. Donc le phénomène de dépendance, pourquoi est-ce qu'il est problématique? C'est que c'est aussi un phénomène de dépendance dans lequel la marge, la valeur est captée. Parce que le numérique, c'est aujourd'hui une valeur essentielle. On a un problème aussi avec la Chine sur les objets. On est dépendant, mais la chaîne de valeur n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'à la fin, si je vais un peu simplifier, mais vous allez voir où je vous emmène,
c'est que quand vous achetez un t-shirt d'une marque connue, Adidas, Nike ou je sais pas quoi, en fait, il y a peut-être que 3 ou 5 euros qui finit en Chine, et on pense que tout le reste va rester chez nous, en Europe, mais pas du tout. Parce que quand on va faire la publicité, qui est l'essentiel des dépenses des marques, où est-ce que ça va là? Ça va, hop, chez Google, chez Facebook. Et donc là, on a un effet de captation sur la chaîne de valeur numérique, parce que tout est devenu digital, y compris la partie qui était considérée avant, comme par exemple la publicité, elle a été plutôt chez TF1 ou sur le cul des bus. Donc ça venait à la RATP, financer le fait qu'on puisse avoir des nouvelles rames, ou les magnifiques séries que regardait ma grand-mère. Là, fini. Bon, ma grand-mère n'est plus là non plus. Donc, mais c'est ce déport-là qu'il y a, qui est en fait délétère, et on le vit jusqu'à l'intérieur des entreprises aujourd'hui. Et ça, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que même je suis là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un problème qui touche les politiques. Ça ne touche plus que les politiques. Ça touche aussi les entreprises, les DSI, les choix des CEO, des présidents, enfin, toute la stratégie même qu'on a numérique pour ne pas être dépendant. Et du coup, on sait que c'est un sujet qu'on en parle de plus en plus dans l'actualité. Je pense que certains événements peut-être politiques ont contribué à ça. Tu faisais aussi référence au SIGREF, enfin, tu me disais que c'était un rapport qui sortait récemment. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce sujet, une prise de conscience, ou c'est juste on est le fait accompli et on découvre ce fait? Alors le fait accompli, il est là. Les acteurs en présence d'ailleurs ont été aussi des pousses au crime. Hein. Le SIGREF, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle, mais de toute façon je le dis publiquement, a longtemps considéré qu'il n'y avait aucun sujet à être en dépendance américaine, vu que les groupes du CAC 40 sont mondialisés, il n'y a pas de problème, alors qu'en fait on voit bien que si, il y a un problème, sauf à devenir américain. Donc là, ça pose toute la question. Et d'ailleurs, comme par hasard, on entend des groupes du CAC 40 dire tiens, bah, si j'allais aux US, ça serait peut-être plus simple. Hein, on a eu 2-3 qui ont parlé de ça. Donc là, il y a un changement. Et il y a un changement aussi sur plusieurs choses. La première, quand même, pour parler du passé en 2 secondes, c'est faux qu'on a toujours été dominé sur le numérique. Avant les années 2000, l'Europe faisait jeu égal avec les États-Unis en termes de volume, par exemple, d'informatique. Voilà. On avait d'ailleurs les fleurons informatiques. Et simplement, c'est qu'on n'a pas vu arriver la vague software. Et nous, on est resté plus dans une logique un peu à l'ancienne de ce qu'était l'informatique. La partie software, on l'a raté. La partie cloud, on l'a raté. Et là, à partir de là, c'est là où la dépendance s'est faite, parce que c'est là où la valeur a été captée. Et pourquoi ça bouge là? Ça bouge pour une raison qui nous... déjà, il y a beaucoup de gens qui de plus en plus parlent. Moi, voilà, et moi, je sens bien que je suis plus écouté qu'avant. On va dire ça comme ça. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des grandes personnes qui ont changé. Alors, ce que j'appelle les grandes personnes, c'est par exemple là, très récemment, l'Allemagne. L'Allemagne ne voulait pas entendre parler de la souveraineté numérique parce que ça lui renvoie à plein de problématiques nationalistes. Et là, ça renvoie à son passé et ça ne valorise pas en fait cette histoire. Et deuxième chose, c'est que l'Allemagne a un rapport très ambigu avec la Chine et les États-Unis sur les exportations. Donc, vous voulez surtout pas se fâcher. Sauf que ce qui s'est passé là dans la séquence, et donc comme souvent on dit merci Trump, alors moi j'ai du mal à dire cette phrase, mais voilà, c'est que ils ont été jusqu'à couper les communications au sein de l'OTAN. C'est à ce moment-là que l'Allemagne a compris que les Américains n'étaient plus leurs alliés. Et c'est pour ça que si vous reprenez la séquence, à partir du moment où l'Allemagne a basculé, notre président, on va dire, en même temps, parce que lui, il était souveraineté, mais en même temps sur AWS. Donc, vous voyez, c'est le président en même temps. Donc, il n'a jamais pris vraiment position, même si plus ça allait, il sentait bien qu'il y avait une demande sociale, politique de la part des entreprises, mais il ne l'a jamais traduit en acte. La preuve, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la circulaire Cloud au centre? Ça vous parle ou pas? Bon, bah, l'État a défini sa doctrine de cloud en termes de SI. Donc là, c'est vraiment de l'architecture au sens classique, j'ai envie de dire politique, vous voyez, le niveau politique de l'architecture SI. Mais il a dit, bon, alors on va faire donc le cloud au centre, souverain, parce que quand même c'est important pour l'État. Mais bon, si c'est Microsoft qui peut le faire avec des acteurs locaux, ce sera mieux. Donc en fait, une espèce de Canada Dry de la souveraineté. Vous voyez, bon. Et ça, c'était la position française, en même temps. Et d'ailleurs, qui ne produit rien. Qui ne produit pas, justement, Et l'Allemagne a bougé. Et là,
tout d'un coup, ça bouge. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des événements aussi un peu traumatisants. Le Danemark, là, si on reprend le Danemark vient de décider de sortir totalement de Microsoft. Pourquoi ? Parce que, même problème, Trump a dit que, bon, le Groenland, c'était pour lui, le Danemark pour les Russes. Bon, je ne sais pas pourquoi les Danois, ils ne sont pas fans de ça. Je ne comprends pas. Parce que c'est quand même simple, comme ça on choisit son camp, tu es du côté... Bon. Et simplement, c'est que, évidemment, les Danois sont, comme souvent, sur 3-6-5. Donc on imagine bien que le jour où Poutine dit « Tiens, je vais aller faire un tour là-bas », eh ben, les Américains feraient la même chose que ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine et l'OTAN, c'est-à-dire menacer de couper les communications, couper effectivement les communications. Et là, dans ce cas-là, le Danemark se retrouverait pris à revers. Donc là, on voit bien... Voilà. Et là, vous voyez, on est sur la géopolitique. Mais si on redescend sur le côté très concret, en fait, les 20-30% d'augmentation qu'on a en permanence, elles sont problématiques. Hein. Justement, je pense que ça serait intéressant, du coup, si on se focus un petit peu sur vraiment le niveau entreprise, donc on redescend à ce qui nous préoccupe au quotidien. Il y a un certain nombre de risques, tu en as déjà commencé à lister. Enfin, le légal, tu nous donnais l'exemple des lois extra-territoriales, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Là, c'est... Effectivement, là, il faut aussi descendre justement. Alors, après, tous ces sujets-là, il faut après être minutieux justement quand on arrive sur l'implémentation. Quand on regarde une entreprise, donc là, on n'est plus un État, voilà, on n'a pas des tanks, hein, voilà, donc il faut se débrouiller autrement. Bon. Donc, au niveau légal, les lois extraterritoriales, ça c'est le premier grand poison. C'est le fait, en fait, qu'à partir du moment où vous avez des outils cloud américains, tout ce que vous faites à l'intérieur de ça est soumis aux lois extraterritoriales. Ça veut dire que si à un moment donné, on vous dit ça, vous n'avez pas le droit parce que les États-Unis considèrent que c'est interdit, vous devez vous plier à ça. FISA, c'est très simple, c'est que les données que vous avez dans les clouds sont transmises aux services de renseignement américains, intégralement. Voilà. Et c'est ça qui forme le fameux échelon, etc. Et là, pour le coup, ils n'ont pas le droit de ne pas le faire. Il faut voir que pour un cloudiste, par exemple, c'est tout le problème de Microsoft. Si vous regardez Microsoft aujourd'hui, ce débat, parce que Microsoft sont pas les plus grands méchants des GAFAM, pour moi. Ils posent des problèmes de marché, mais ce pas les plus méchants d'un point de vue idéologique. Ils essayent de rassurer les Européens, mais ils n'y arrivent pas. Là, il y a eu il y a eu une commission au Sénat dans laquelle le mec il jure, je jure, enfin la main droite, parce que c'est la main gauche, je jure pas. Donc là, je peux vous dire des bêtises. Là, je vous jure, je veux dire des trucs vrais. Et en fait, on lui a dit, mais alors les données, là, est-ce que vous pouvez me garantir qu'elles ne sont pas transmises aux autorités américaines ? Il a dit, non, monsieur, je ne peux pas le faire. Voilà. Commence par dire, oui, je garantis. Et puis à la fin, la question c'est, est-ce qu'en termes de temps, à un moment, si tous les critères sont respectés, vous devez donner les données, la réponse est oui. La réponse est oui. Et dans FISA, c'est encore pire, c'est que c'est carrément du flux de data brute. Donc en gros, c'est un peu les logs en permanence et toutes les datas qui sont associées. On a ensuite, donc ça c'est l'aspect légal. Bon, ok, ça c'est déjà quand même problématique. Encore une fois, ça a coûté plusieurs dizaines de milliards à certaines boîtes françaises. Ok. Deuxième truc, problème financier. Alors là, c'est tout ce que vous avez aujourd'hui sur la problématique, enfin l'équivalent de Broadcom et les augmentations unilatérales. Quand vous êtes en incapacité rapidement de sortir d'un système, parce que en fait, justement, vous avez choisi ce framework complet et non pas, on y reviendra, segmenter et mitiger votre risque, peuvent monter le son et vous êtes coincé. Et le SIGREF, il queen, il dit « Oh, c'est pas bien !» et tout. « Oui, 20%. »« Ah, c'est pas bien, 20%. » Voilà. Et ce que je disais aux gens du SIGREF, et ça, vraiment, c'est que moi, je suis un petit... moi, ma boîte, on est 50 personnes, on n'est rien. Et un grand compte, il se dit « Moi, je suis un grand compte. » Quand on pèse 0,1% du chiffre d'affaires de Microsoft, est-ce qu'on est quelqu'un ? Voilà. Non. Donc en fait, à un moment donné, le SIGREF, aujourd'hui, 40 boîtes, voilà, ne pèsent pas face à Microsoft, qui a des enjeux beaucoup plus importants. Donc il mitige, il met ce qu'il faut, il envoie des gens dans la presse, il fait des petits fours, il sort une offre comme ça, marketing, avec 3 pages web, histoire de rassurer le chaland. Mais en fait, c'est tout. Et il ne fera pas plus. Parce qu'il a un risque beaucoup plus fort, c'est qu'effectivement, les États-Unis ne laissent pas faire ça. Donc ça, c'est financier. Et juste sur le financier, tu m'expliquais aussi que même sur les parties cloud, à ton avis, il y a un risque de voir un peu ce qu'on a vu sur Broadcom, c'est-à-dire que maintenant qu'ils ont capté le marché... Bien sûr. Alors, en plus, on a... Alors, là, je parle plutôt de ma partie, les outils collaboratifs. Les outils collaboratifs aujourd'hui,
Pour ceux qui... Aujourd'hui, vous ne les payez pas assez cher. C'est des outils qui ont été dumpés, et quand vous regardez le prix qu'on paye pour des licences à d'autres trucs qui font beaucoup moins de choses, c'est-à-dire qu'en termes de calcul, de capacité, pourquoi c'est si peu cher? Parce que ça a été du dumping. Alors, le dernier dumping en date que vous connaissez tous, c'est Teams. Et regardez comment vous avez aujourd'hui un Teams inclus dans vos trucs, alors qu'avant, vous payez des visios à côté plus cher, etc. Il n'y a pas de miracle. Hein. À un moment donné, c'est juste parce que les prix vont augmenter. Et aujourd'hui, d'une moyenne, alors les prix ne sont pas publics, donc on ne sait pas. Voilà, on sait pas. Mais de 20, 15, 20, 30 euros par mois par utilisateur, il faut se préparer, soit minimum le double très vite. Et voilà, et on va augmenter en vous ajoutant des features ici ou là, des bundles, la fameuse logique des bundles, d'où la dépendance. Et ça, c'est vraiment un effet de la dépendance. Quand vous avez un fournisseur dont vous ne pouvez pas vous séparer, il peut faire ce qu'il veut de vous, quoi. Voilà. Et le dernier point, parce que celui-là on n'en parle jamais, et pour moi il est aussi essentiel, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'au fond, une fois que 80% des gens ont tous Microsoft 365 sur son poste, voilà. Est-ce que vous pensez que quand vous arrivez le matin, vous êtes différent des autres et que vous allez pouvoir faire une valeur ajoutée de votre boîte différente des autres? Quand vous avez le même cloud et la même API que tout le monde, est-ce que vous pensez que vous allez faire des trucs vraiment dingues de dingue par rapport aux autres? Pas non. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement par le bas, un peu comme quand si je vous disais, vous allez tous habiter dans des Algeco, voilà. C'est pratique un Algeco, hein. C'est pratique, hein. Il y a de l'eau chaude, il y a ce qu'il faut, on peut dormir et tout, mais sauf que quel plaisir vous allez avoir. Demandez à vos utilisateurs. Là, il y a eu une étude, ils détestent tous ces outils. Ouais. Donc pas de plaisir au travail, pas d'innovation, c'est de la standardisation, donc un peu comme si on mangeait la même nourriture. Hein. C'est vrai que moi j'ai toujours les mêmes croquettes à mon chat, je devrais d'ailleurs m'interroger. Est-ce que c'est comme ça qu'on va être traité? Et là, on a un autre problème, c'est qu'effectivement, cette logique-là, il ne faut pas oublier qu'au contraire, pour les Américains, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, ils savent qu'ils nous tiennent. Parce que eux, par exemple, pendant ce temps-là, ils ont des startups qui grandissent et ils vont utiliser les nouveaux outils. Et par contre, nous, ils nous remettent la nourriture pour chat qu'on a après, qu'ils ont digéré. Et cet aspect-là, et peut-être aussi, tu me demandais des trucs en début, une des raisons pour lesquelles je me bats pour ça. Parce que l'intelligence de l'Europe, avec tout ce qu'on a construit, d'en être arrivé dans le numérique aujourd'hui à manger ce qu'on nous donne de manière standardisée. Quand je vais dans toutes les boîtes, ils ont tous le même truc. Quand on m'invite tout sur Teams et on me dit ça marche pas forcément aussi bien que ça, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, mais est-ce qu'on est à ce niveau-là d'accepter notre condition? Vous voyez? Ça, c'est la raison qui fait que ma mission s'est mise et que je pense qu'on peut vraiment passer à autre chose, quoi. Justement, en parlant d'autre chose, on a parlé GAFAM. Et c'est quoi qu'on peut faire à la place? Parce qu'il y a des solutions, je pense que certains connaissent certaines solutions, mais je pense qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Et toi, ton expérience et de ce que tu as pu voir, est-ce que tu peux... Déjà, c'est possible. Il y a des boîtes qui tournent, qui sortent des GAFAM. C'est possible. Ça aussi, c'est sortir de l'idée que c'est pas possible. C'est possible. Voilà. Après, il y a les habitudes. Quand vous avez des gens, ça fait 30 ans qu'ils cliquent sur le même bouton File Open, vous le déplacez de 20 cm, vous avez la panique sur Terre. Là. Ils ont l'impression que le numérique a disparu. Donc oui, le facteur humain n'est pas simple pour aller contre ça. Mais moi, les solutions, elles sont déjà... Moi, je cherche l'équilibre. Vous avez compris, je cherche la résilience, l'équilibre. Donc moi, la question, c'est pas on ferme les trucs aux Américains, on les voit plus, etc. Ça serait appliquer la même brutalité qu'ils appliquent le rapport de force avec nous. Mais c'est surtout de mitiger en fait et de commencer à équilibrer tout ça. Donc moi, dans les solutions très concrètes, hein, le premier, c'est le multisourcing. S'obliger quand on a un composant à avoir un deuxième composant. Voilà. Et éviter de dire vu que j'ai Azure, je prends Google. Parce que ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. D'accord? Donc c'est s'obliger et l'altérité, découvrir un autre cloud plutôt d'obédience européenne. Vous voyez, je ne suis même pas franchouillard du tout. Moi. C'est plutôt l'Europe moi, qui m'habite. C'est du coup découvrir aussi les choses que ça apporte. Donc multisourcing, systématique, obliger le multisourcing. La deuxième chose, c'est le in-house. À un moment donné, il y a des boîtes qui ont été trop à tous outsourcer. Donc, c'est le fait de revenir et de refaire des choses soi, comme on fait de la cuisine chez soi. C'est bien, voilà. Et on peut commander des plats préparés. On peut aller au restaurant, mais on ne va pas systématiquement aller chez McDo. Hein, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu ça le problème.
aller effectivement sur les clouds européens. Aujourd'hui, quand on fait une analyse un peu net, quand on regarde 80% des workloads aujourd'hui, quand on regarde, mais c'est même plus que ça, peuvent tourner très largement sur un cloud européen et n'ont pas besoin de tourner. Je dis souvent, c'est un hyperscaler. Hyperscaler. Combien d'AZ? Pas une. Waouh. Il faut au moins un hyperscaler mondial pour tourner sur une zone. Hein, parce que sinon, oui, mais je peux changer de zone. Ouais. Tu as changé de zone combien de fois? Jamais. OK. Oui, il y a des habitudes comme ça, donc de dire, OK, je joue avec OVH, je joue avec Scaleway, je joue avec Outscale, je joue avec... alors j'ai mis Ionos, mais il y en a d'autres, hein, justement, il y en a, et ils sont de plus en plus gros. L'open source, qui est effectivement aussi une façon commune de se dire, à un moment donné, je vais chercher des composants communs et je vais travailler avec mon écosystème pour faire évoluer les composants dont j'ai besoin. Et ça crée justement une indépendance. Voilà. Et là, aujourd'hui, moi, je ne vois pas beaucoup de groupes, par exemple en France, qui financent de l'open source. Qu'est-ce que font les Américains? Qu'est-ce que font les GAFAM? Ils financent de l'open source. Et ils sont malins là-dessus, ils sont très malins. Ils se mettent à 2-3, ils se disent, OK, on a un problème de, justement, tous les trucs qui sont arrivés, Kubernetes, typiquement, OK, il y en a un qui commence à bidouiller un truc dans son coin, c'est intéressant, et l'autre il dit, OK, on se met d'accord, oui, non, mais on n'est pas que 2, hop, petite fondation, ils se mettent à 3 ou 4, et hop, standard de marché. Vous voyez? Et nous, on est là après, oh dingue, on va prendre Kubernetes, et on ne fait que manger, en fait, encore une fois, la nourriture qui nous ont prépagé. Et donc, on est plutôt des consommateurs finaux. Et puis, le dernier point, c'est monter d'un niveau, quoi. C'est prendre alors là, c'est le PaaS et le SaaS européen. Donc, Scalingo, Clever Cloud. Alors, évidemment, je mets quand même ma marque, quand même, hein, Genspot. Mais vous avez compris que moi, mon propos, il est vraiment plus général que ça. Voilà, c'est vraiment la question de repenser notre rapport au système. Et les outils SaaS, alors c'est là où, d'ailleurs, on a peut-être le plus de diversité en Europe. Parce qu'on a du génie logiciel, en vrai. On sait faire du logiciel dans plein de choses. Il y a des briques sur lesquelles on est un peu, justement, dominé, hein, comme ceux de Microsoft ou ceux de Salesforce, par exemple, pour prendre les deux gros bébés. Hein. Il y a Adobe aussi qui a une grosse place. Mais après, dès que vous sortez de ces espèces de gros baobabs, vous apercevez en fait qu'il y a une forêt de gens qui font des trucs de dingue, avec justement des capacités assez légères. Voilà. Et si vous commencez à mitiger tout ça, après, justement, c'est comment... Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très sociologique. Hein. Voilà, c'est le... Et donc, maintenant qu'on a vu un peu ça, on sait qu'il y a des solutions. De ton expérience et de ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu recommandes pour s'attaquer un peu à ce sujet-là au sein de l'entreprise? Parce que, comme tu as dit, faire des changements... C'est compliqué. Le changement, c'est maintenant. On a vu, c'est pas toujours simple. Hein, ouais. Et justement parce que il y a vous allez avoir énormément de freins. La peur, changer, ça fait peur, surtout en période effectivement un peu tendue. On n'est pas dans une grande période d'innovation en ce moment. On l'a bien compris. Avec la guerre, avec tout ce qui se passe autour, les problèmes économiques. Il y a un deuxième problème, c'est les habitudes. Vous avez des gens, ça fait 30 ans qu'ils cliquent de la même manière, donc les faire changer, ça va être très difficile. Bon. Et puis vous avez aussi des gens qui n'ont pas compris que le numérique, c'était devenu essentiel. Je peux vous dire, là, il y a Bercy juste à côté, et des fois, à la DGE, ils comprennent ça, mais il y a d'autres endroits, ils sont prêts à sacrifier le numérique pour sauver des secteurs économiques, par exemple, qui aujourd'hui sont en déperdition. Vous voyez, on n'a pas compris encore, et je pense qu'il y a pas mal de DSI ici qui se disent des fois que oui, leur place, elle n'est pas aussi reconnue qu'elle devrait dans le COMEX. Voilà. Et donc, il faut trouver les opportunités. Alors, les opportunités, moi, je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment, justement, sur tout ce qui est compliance. Voilà. Il y a aujourd'hui un sujet. Quand vous prenez Dora, par exemple, qui est alors, clairement sujet bancaire, etc., il y a on va dire une obligation, ou en tout cas une incitation très obligeante, on va dire ça comme ça, d'avoir des systèmes de backup qui, forcément, sont un peu orthogonaux aux autres. Donc, on ne peut pas dire « Ah ben non, j'ai Azure, je vais sur Google ». C'est compliqué, donc c'est là où vous pouvez avoir du multisourcing, trouver justement vos éléments de backup dans une logique de souveraineté. Et ça va vous donner en plus une légitimité, en plus sur des questions de compliancy, forcément la souveraineté, vous marquez toujours 2 points, ça c'est clair. Voilà, ça c'est un gros trigger pour moi. Le deuxième, c'est de trouver des alliés. Je vous dis, il y a des gens aujourd'hui qui sont pro-américains et qui vont vous péter les genoux. Moi, je le vois partout. Ceux-là, ce ne sont pas vos alliés. Comme les Allemands ont compris que les Américains n'étaient plus leurs alliés.
Donc, si vous voulez faire un pas vers la souveraineté numérique, il faut se dire, et c'est pas forcément toujours agréable, lui, elle, ne m'aidera pas parce qu'elle est pro-américaine, quelles que soient les raisons. Il y a 1000 raisons pour ça. Voilà. Donc, surtout pas faire d'alliance avec des gens qui, en fait, au dernier moment, vous savonneront la planche. Ça, c'est clair. Donc, et à l'inverse, il y a des gens qui n'attendent que ça. Parce que le soir, quand ils rentrent chez eux, quand ils sont avec leurs potes le week-end, ils se disent, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Voilà. Et tu disais dans nos échanges que des fois ces alliés sont pas là où on les attend. C'est-à-dire que c'est pas forcément les meilleurs alliés, c'est pas forcément côté IT, ça peut être côté métier. Non, justement. c'est côté métier. Parce que côté IT, il y a aussi le côté quand même, le fameux personne a été viré pour avoir choisi IBM. Ça, j'ai entendu ça pendant 30 ans. Et maintenant, j'entends personne n'a été viré parce qu'il a choisi Microsoft. Voilà, ça va durer je sais pas combien de temps, mais c'est à peu près la même problématique. Donc, il y a à un moment donné un conservatisme de chaque métier. Et il y a aussi autre chose, c'est le fait de faire la même chose. Hein, on copie, on fait la même chose que son voisin. Et d'ailleurs, c'est aussi le benchmark, c'est aussi comme ça qu'on progresse. Mais le problème, c'est quand on benchmark, écoutez bien ça, quand on benchmark un truc où tout le monde fait la même chose, c'est qu'il y a un petit problème. Il n'y a plus de différentiel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'innovation. Donc, il faut trouver des gens qui en ont rien à faire du benchmark, mais qui ont d'autres valeurs, d'autres besoins. Et pour qui, à un moment donné, cette trajectoire, elle va vous mettre en avant et elle va mettre en avant aussi leur histoire à eux. Donc effectivement, tu as raison, ils sont des fois dans le business, ils peuvent être dans le marketing, ils peuvent être ailleurs. Moi, je pense qu'il faut commencer petit parce qu'aujourd'hui, la montagne est très, 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 très haute à monter. Voilà. Je pourrais vous faire un discours politique, si j'étais un politique, ce que je ne suis pas, à dire demain la souveraineté. Ça. Mais en fait, non, quand vous avez 80% d'une activité qui est prise par quelqu'un, sauf à la mode de la chinoise, ça ne se transforme pas en 2 minutes. Donc il faut prendre le temps. Mais par contre, si vous ne commencez pas, là, il y a de plus en plus de difficultés même à le faire. Ça devient... on n'osera plus jamais le faire. Un peu comme... je regarde une série qui s'appelle Silo. Je ne sais pas si... Voilà. Ils sont enfermés dedans depuis des dizaines d'années, ils ne savent plus pourquoi. Et donc, ils sont tétanisés. Plus vous êtes loin de la sortie, parce que dans Silo, il y a une histoire de sortie, je ne vous spoil rien, plus, en fait, c'est difficile d'y aller. Donc, il faut s'habituer à commencer à y aller pour justement engrammer ça. Donc ça, c'est le côté commencer petit. Et c'est ce que je disais, diversifier. Jouer le multisourcing, du cloud européen, du SaaS. Il faut diversifier, de l'open source. Diversifier votre approche de la souveraineté. Ceux qui vous vendent un truc monolithique, dire la souveraineté, c'est moi, comme la République, c'est moi. Méfiez-vous-en. Voilà. Pour moi, justement, ce qui fait souveraineté, donc autonomie, c'est la capacité d'avoir des éléments différents. Pouvoir choisir, c'est avoir le choix. Si quelqu'un vous dit, si tu viens sur mon cloud uniquement, tu seras souverain, oui, mais c'est pas que ça la souveraineté. C'est justement une approche. Donc, diversifiez vos éléments. Le fait de diversifier aussi permet de tester en conditions réelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'inconnu après. C'est-à-dire que c'est un système sur lequel on a pu avoir des retours. Exactement, des retours. Et de toute façon, les alliés, par exemple, si on veut un peu schématiser, si vous commencez à aller faire de l'open source en commun, vous allez avoir des alliés peut-être côté IT, parce qu'il y a des gens qui adorent, ils vont se dire ouais, génial, je vais enfin participer à du code commun sur une brique fondamentale et je vais laisser mon nom dans l'histoire. Mais aussi les gens, par exemple, de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, de la fondation, qui va dire ah non, mais en fait, on fait un truc pour le commun. Et votre marque, du coup, est mise en avant. Et vous voyez, vous avez un allié qui n'est pas du tout naturel, qui paraît pas évident, entre l'open source, par exemple, faire du commun, et la fondation de votre entreprise, vous voyez, et qui sont d'habitude sur des actions un peu différenciées. Donc, diversifier, ça va permettre de trouver des alliés différents, et justement, d'apprendre. De toute façon, quand on est depuis 30 ans sur Microsoft, il faut apprendre comme pour le tabac, quoi, à vivre sans fumer. Voilà. Parce que c'est une dépendance. Et une dépendance qui a été très bien construite et qui nous met en dépendance. Mais comme toute dépendance, on le sait, elle est délétère. Donc voilà. Donc effectivement, c'est par ça qu'on peut commencer. Et moi, je vois ce qui est nouveau, on parle d'actualité, moi, je vois de plus en plus d'initiatives, y compris dans les grands groupes, dans les groupes intermédiaires, pour justement... Alors, il y en a qui viennent avec carrément des sorties GAFAM sur telle partie, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience là où avant, c'était... comme je dis souvent, la honte a changé de camp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit « Non, on va tout mettre chez AWS », je pense que la probabilité qu'autour de la table, il n'y a pas quelqu'un qui le challenge, elle est nulle. Alors qu'avant, c'était « Waouh, trop bien, mais quelqu'un a fait espèce de faux mot. Ah, moi, je veux le faire aussi. Moi aussi, je veux être sur AWS. » Aujourd'hui,
c'est plus si bien vu. Vous avez vu Alan, là, par exemple, la mutuelle, elle est sur AWS, et elle a, semaine après semaine, elle se prend des scuds comme quoi elle est sur AWS, elle est obligée d'expliquer pourquoi, comment, et en fait, elle est dans les cordes, parce qu'un jour, il va falloir qu'elle en sorte. Voilà, tout simplement. Et donc, ça, c'est aussi, alors ça, c'est le dernier point, je pense que, je ne sais pas qui reprend des marques ici, il y en a beaucoup, j'ai vu des jolis noms. Moi, je pense qu'après-demain, alors je ne sais pas quand, hein, mais justement, il faudra faire attention, parce qu'un jour, c'est vos consommateurs qui diront « Ouh, vilain !» Voilà. Et évidemment, comme le monde est injuste, le CEO du futur, il viendra vous voir et dira « Comment vous avez pu choisir ça? C'est dingue !» Voilà. Et donc ça, je pense qu'il faut l'anticiper, et en particulier dire « Non, non, mais oui, on a eu un historique, là on est en train d'en changer, et là on est en train de mitiger, on n'a pas tout chez Microsoft, regardez, là. » Moi, c'est le conseil que je donne. Après, voilà, je vois le niveau de violence, parce que, je finirai peut-être là-dessus, notre PIB a baissé de 30% par rapport aux États-Unis. Rapport Draghi. Pourquoi? Industrialisation, service, on est au même niveau. Industrialisation, pareil en fait. On ne s'est pas désindustrialisé plus que les États-Unis, et ils ne se sont pas plus industrialisés que nous. Non. Et le différentiel, c'est quoi? C'est le numérique. Et voilà. Donc c'est là où la question clé, elle est aussi sur la question de le fait de perdre du pouvoir d'achat, mais au sens massif. Là, on ne parle pas juste de savoir si le beurre augmente ou pas. C'est clairement 30% de PIB, et ça continue à augmenter. Donc ça, c'est le phénomène de numérisation, et que là, pour le coup, les marques qu'on représente, à un moment donné, elles ont aussi leurs consommateurs ici, donc, et leurs employés, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue et qui crée effectivement, c'est pour ça que ça monte de plus en plus, parce que les gens, tout simplement, le vivent au quotidien, ce truc-là. Et quand ils connectent les deux, là, tout d'un coup, vous les voyez changer de rapport à cette question de souveraineté, parce que pour eux, ça devient quelque chose d'essentiel, parce que c'est effectivement pas juste un truc comme ça, ou une idée en l'air, c'est vraiment leur vie de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Je pense qu'on a encore une bonne 5 minutes pour des questions. Donc, je sais pas s'il y a des... J'ai pas pu vous regarder le Slido, donc je sais pas s'il y a encore des questions sur le Slido. Mais s'il y a des questions déjà dans la salle, vas-y. Moi, c'est... bon, déjà... bon, il se trouve que Alain est un copain, mais c'est vraiment lui qui m'a amené sur ce sujet-là, parce qu'avant toi, j'avais jamais entendu parler du sujet, et ça fait 23 ans que je fais de l'IT. Objectivement, je m'étais jamais posé la question, et c'est grave hein, d'ailleurs. Enfin, c'est quand même fou, mais voilà, vraiment à aucun moment je m'étais posé la question, et quand on a réfléchi ensemble dans un épisode de podcast qu'on a enregistré il y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai vraiment une grosse prise de conscience. Truc incroyable, je trouve, c'est sur LinkedIn, il n'y a plus une seule journée où je ne vois pas un post qui challenge une décision d'une grosse boîte française sur les choix. Et là, le retournement en quelques mois, il est effarant. Vraiment, c'est hallucinant. Donc en plus, tu l'expliques hyper bien, merci. On est loin de tout, on est qu'au début du truc. Mais je pense que le régulateur est... on crache souvent sur le régulateur parce que c'est chiant, parce que c'est contraignant, parce qu'on n'a pas que ça à faire, etc. et qu'on ne voit pas toujours la valeur associée. Dans les faits, je pense que finalement, c'est quand même un élément hyper clé sur la durabilité, enfin sur le moyen long terme. Et je ne vois pas comment le régulateur, là, ne peut pas s'emparer du sujet et pas sortir quelque chose. J'espère, je croise les doigts, mais en tout cas, la population, alors bon, c'est un microcosme de LinkedIn, mais quand même, je pense qu'on commence tous à se poser des questions sur à quel point on est en dépendance et c'est quoi les choix alternatifs. Juste merci déjà de me redonner aussi l'occasion un peu de parler devant vous de tout ça. Merci beaucoup. Et ce qui se passe après, c'est très injuste. Quand je dis que c'est très injuste, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, on dit polarise les sujets, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je vous dis que je suis plutôt quelqu'un d'équilibre, et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est la polarisation. C'est le moment où, un mois avant de dire je suis sur AWS, tu passes pour un mec formidable, un mois après, tu passes pour un kéké. Voilà. Et de manière aussi violente, comme tu dis. Voilà. Donc, et c'est une réalité. Et nous, on sait en plus, parce que moi, je suis un techie, hein, vous avez compris peut-être entre les lignes, c'est que les systèmes d'information, on ne les change pas en 2 minutes, quoi. Voilà. Donc, c'est
pour ça que je dis qu'il faut s'y préparer voilà. Et plus tôt on rampe, on marche et on court, mais il faut commencer vraiment à ramper. Il y en a certains qui n'ont pas rampé depuis longtemps et il est temps de le faire. Donc là, on a affiché, Alain, quelques autres questions. Je pense qu'il y en a qui sont très intéressantes. Donc, il y a une première, effectivement, parce qu'on a beaucoup accès US et le matos, les US, l'Asie. Alors, le matériel, c'est hyper intéressant parce que le matériel, alors là, il y a une dépendance, sauf qu'elle est multicouche. Bizarrement, on pourrait croire que le matos nous a complètement échappé. C'est pas vrai. En fait, quand on regarde le matériel aujourd'hui, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ce qui n'est pas le cas du cloud. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que pour fabriquer, par exemple, un microprocesseur aujourd'hui, les seuls qui sont capables de le faire, effectivement, ils sont en Asie, à scale. Les seuls qui sont capables ensuite de packager ça dans les cartes mères, ils sont plutôt aux États-Unis. Les seuls qui sont capables de produire les circuits, eh ben, ils sont en Europe. Ceux qui sont capables de produire le gaz pour produire ceux qui produisent les circuits, ben, ils sont aussi en France. C'est-à-dire qu'on a des producteurs de gaz rares qui fabriquent, par exemple, tout ce qui est litho. Et en fait, c'est vraiment, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et ce qui change, c'est que du coup, la dépendance, là, c'est une interdépendance. Et d'ailleurs, ça ne plaît pas à Trump. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il est en train de rapatrier, il pousse, et sauf qu'il n'y arrive pas. Si vous prenez l'histoire d'Apple, là, je vous invite à regarder ça en ce moment, parce que ça y est, ça sort. Apple n'arrive pas à produire au même niveau de qualité en dehors de Chine. Donc en fait, on a une espèce d'interdépendance. Donc, je dis, c'est autre chose que l'autonomie de choix. C'est vraiment, là, on est en communauté de biens. Alors, c'est pas forcément mieux, parce que pour ceux qui ont connu les divorces, c'est pas forcément sympathique, mais c'est autre chose, vous voyez. On est dépendant, mais dans un rapport intriqué. Dans le cas du numérique, après, si on sort de ça, alors là, on est dépendant et toute la valeur arrive au même producteur. Vous voyez, là, c'est là où il y a vraiment une différence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas traiter le problème de débunkage un peu du matos, mais que c'est peut-être moins urgent que ce qu'on pense, en fait. Voilà. Nvidia. Oui, alors voilà, ça c'est très intéressant. Moi, je suis très très partagé sur ce qui se passe avec Nvidia, par exemple Nvidia Mistral. Déjà hyper intéressant, c'est qu'ils font exactement l'inverse de ce que tout le monde dit, et ils ont, à mon avis, bien raison. C'est on dit toujours, non, mais mets une couche d'intelligence sur un cloud américain, ça va bien se passer. Mais non, ça va pas bien se passer, parce que la valeur, de toute façon, elle sera captée à un moment donné par ce qu'il y a en dessous. Eux, ils descendent, et ils fabriquent un cloud, parce qu'ils descendent jusqu'au data center qui est en Essonne. C'est même un pote qui l'a lancé, le data center en question. Donc je connais le... Et donc c'est du vrai béton, de l'électricité locale, avec du Nvidia, parce que bon, là, le matos, on en a parlé. Mais après, Mistral sera autonome vis-à-vis des GAFAM pour fournir de la capacité d'IA, alors à la fois pour le compute, le modèle, et pour le run. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Seule hausse, c'est que Mistral, aujourd'hui, est à la limite, selon sa trajectoire financière, de basculer US. En gros, ils ont des... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à des objectifs de valorisation, clac, les investisseurs américains principaux remontent, hop, ça nettoie les fondateurs qui, aujourd'hui, ont une majorité, et ça y est, la boîte sera américaine. Finito, pipo. Ça, c'est le problème qu'on a sur nos amis Mistral. Et si parce que vu là, je pense que dernière question, je vois qu'il y en a deux qui touchent un petit peu à notre politique ou à nos politiques en France. Il y en a un sur le ministre délégué de la souveraineté industrielle. Il y en a un autre aussi sur le push sur l'IA, l'IRA-GIA qui a été poussé un peu par le gouvernement France, mais peut-être sans vraiment de succès. Est-ce que tu as quelque chose sur la partie Alors, rapidement dans l'ordre. Nous avons une ministre déléguée de la souveraineté industrielle et numérique. Déjà, le terme souveraineté est apparu dans son poste. Donc déjà, ça, je peux dire que pour moi, c'était une grande victoire. Après, un ministre, ça parle. Voilà, ça parle beaucoup. Et ça peut... parce que moi, j'en suis au 7 ou 8e ministre, et du coup, même que j'ai côtoyé. Enfin, vous voyez, c'est pas juste des gens que je vois de loin comme ça. C'est pas un métier facile. Et je dis ça, c'est pas pour les défendre. Mais en gros, par exemple, le dernier, il a eu un slot pour faire des lois, parce que vous comprenez, comme il y a l'embouteillage des lois, on peut pas passer d'autres lois. Et donc là, tu te retrouves avec... C'est un peu comme une roadmap. On te dit, bon, il y a 160 features, mais tu en mets une. Là, tu fais, mais non, c'est pas une roadmap, ça. Si. Et tu sais quoi? Tu vas en faire des tonnes.
Tu vas en faire des tonnes, parce que faut passer à la télé et dire qu'on fait des trucs quand même. Hein. On ne va pas dire on fait rien. Donc ils sont vraiment pris dans ce truc-là, donc c'est compliqué. Et par contre, effectivement, ont-ils le courage politique, par exemple, pour aider ou contraindre le multisourcing? Pas bien. Hein. Et en plus, ils prennent des décisions des fois qui sont un peu hasardeuses. Par exemple, ils se sont trompés entre souveraineté numérique et sécurité informatique. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais en fait, si, parce qu'ils ont tout mis dans Secnum Cloud, vous savez, ce fameux truc. Et donc là, il y a eu une espèce de hold-up parce que les gens de l'ANSSI ont réussi à expliquer que la souveraineté, c'était quand même de la sécurité. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, la preuve, on va avoir des trucs américains, Secnum Cloud, donc on sera gros gens comme devant. Donc, c'est compliqué pour le ministre. En plus, ils sont rattachés généralement pas au bon endroit pour agir. Et l'Europe n'est pas toujours... Enfin, je veux dire, là, il y a un changement politique, mais avant, l'Europe bloquait. Donc on avait des lois qui pouvaient même devenir étaient illégales au sens européen du terme, hein, qui est une réalité quand même de notre marché européen. Donc, par contre, est-ce qu'ils pourraient, en bon DSI de l'État, prendre des décisions pro-souveraineté? Oui. Le font-ils? Clairement pas. Exemple, Éducation nationale a sorti un appel d'offres de 75 millions pour se rééquiper totalement de Microsoft, sans vérifier, sans regarder, sans même demander aux acteurs du marché s'il y avait des solutions alternatives, même pour une petite partie. Vous voyez, moi, le côté commencer petit, même pour une pauvre académie. Il y a des académies qui étaient demandeuses de sortir de Microsoft. On a fait un contrat cadre pour 5 ans avec Microsoft, 75 millions. Voilà. Donc là, on a un État qui a tout simplement une politique de gribouille, parce que dans le même temps, il finance des boîtes pour justement faire ça. Et voilà. Donc là, il y a effectivement le en même temps à ses limites. Et je ne vais pas sur un terrain politique, je veux dire sur le terrain opérationnel. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Je pense qu'on arrive à l'heure. Je crois que toi, tu restes de toute façon un petit peu plus tard. Donc, est-ce qu'il y avait une question encore plus la dernière question que je ne voudrais pas, parce que c'est non, toujours mais frustrant. Ce que je propose, c'est que Alain, il va pas disparaître. Donc, venez lui parler, posez-lui les questions qu'on n'aurait pas pu traiter jusqu'à maintenant. Et voilà. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Alain, pour ton intervention et merci à tous.